7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et on retrouve donc notre journaliste partenaire Charles d'Anjou, président fondateur d'Omerta Média. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. On commence par une petite annonce, si je ne me trompe. Oui, pour rappeler que l'actualité d'Omerta, c'est 2 magazines en kiosque, dans plus de 5000 kiosques en France. Le premier, leur série sur la guerre en Ukraine, 2 ans de guerre en Ukraine, et celui sur l'enfance, dont nous avons parlé à votre antenne il y a 2 semaines. Et puis vendredi, sur l'application mobile Omerta, disponible sur Apple Store et Google Play, et bien sûr, reportage exclusif sur les Tchétchènes, à partir donc de vendredi sur l'application Omerta. Mes chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous rendre en kiosque ou alors sur donc, l'application d'Omerta pour pouvoir regarder ce reportage qui sont très intéressants, et on vous en donne un aperçu dans un instant. Et je suis accompagnée pour cet entretien d'Augustin Madelin. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. La Tchétchénie est l'une de ces nombreuses républiques de la Fédération de Russie, située sur le versant nord de la chaîne du Caucase. Depuis la fin de la Seconde Guerre de Tchétchénie, le chef de la République tchétchène, Ramzan Kadyrov, et ses forces armées sont soumises à leurs allégeances envers la Russie. Notre média partenaire Omerta s'est penché sur la mentalité de ce peuple de combattants réputé féroce dans un reportage exclusif en rencontrant les forces spéciales de la police tchétchène à Grozny, ainsi que des opposants aux Tchétchènes réfugiés politiques en France. Et nous recevons donc pour notre vue de haut Charles d'Anjou, président fondateur d'Omerta, tout juste rentré de son séjour donc en Tchétchénie. Merci beaucoup d'être parmi nous. Alors pour commencer, question simple, pourquoi avoir voulu vous pencher sur le cas de la Tchétchénie ? Comment vous est venue l'inspiration de ce reportage, Charles d'Anjou ? Une inspiration qui est française, puisque l'assassinat de Samuel Paty ou Dominique Bernard sont dus à des Tchétchènes ou à des Ingouches, donc à ces peuples du Caucase qu'on connaît mal en France, dont la diaspora est présente mais finalement assez peu nombreuse, puisque les Tchétchènes, c'est 30 000 personnes en France. Et donc il nous a paru intéressant de pouvoir expliquer au grand public qui sont ces Tchétchènes qui ont notamment défrayé l'actualité judiciaire depuis quelques années en France, et puis aussi parce qu'on les connaît parce qu'ils participent à la guerre en Ukraine, et ils ont été un peu les stars de la bataille de Mariupol, sur TikTok, sur Instagram. Ils se sont beaucoup filmés, ils ont beaucoup communiqué sur leur participation à cette bataille qui reste en Ukraine la plus grande bataille urbaine depuis février 2022. Alors est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus justement sur leur rôle dans cette bataille, et puis ensuite plus largement dans le conflit ukrainien ? Les Tchétchènes qui ont participé à la bataille de Mariupol, ils sont issus de la police tchétchène, des forces spéciales de la police tchétchène, puisque la Tchétchénie est une république autonome, mais elle n'a pas d'armée. Et donc, elle a fourni des contingents issus des forces spéciales de sa police, et ils ont participé au combat urbain de Mariupol aux côtés d'autres soldats russes. Simplement, eux ont décidé de se mettre en scène, de se mettre en valeur dans cette bataille. Et donc, ils sont apparus aux yeux du grand public parce que, notamment, le jour de la prise de Mariupol, ils se sont filmés dans la ville incendiée en célébrant la victoire. Augustin Madelin. Monsieur d'Anjou, vous êtes allé à la rencontre d'une famille tchétchène et en témoigne ce sonore que Franck peut nous passer en régie. Les Tchétchènes sont un peuple guerrier. Et si vous voulez mettre votre casque pour pouvoir traduire. C'est celui-là. Ouais, Voilà, les Tchétchènes sont un peuple guerrier, par conséquent, la défense de leur terre est un sacrifice légitime et choisi. Et vous êtes aussi allé à la rencontre des forces spéciales tchétchènes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'ambiance dans ces camps d'entraînement et de la mentalité combattante tchétchène en général? Alors, on commence par écouter donc l'extrait du reportage. У чеченцев и вообще, в принципе, на Кавказе очень такие традиции много, братских традиций. И сегодня, если наши братья, возьмем, скажем, сегодня на территории СВО находится очень много чеченцев, и у них у всех есть младшие братья, старшие братья, двоюродные братья, и мы все в республике, как бы, независимо от кого-то, переживаем за них, за всех. И сегодня, например, у меня есть очень много спортсменов, крепких ребят, бойцов,
которые по приказу нашего президента Кадырова Рамзана готовы завтра же, просто буквально завтра, подготовленные крепкие ребята, файтерс, бойцы, которые могут выехать после краткого, скажем так, курса обучения, именно, например, в нашем же Российском университете спецназа, могут выехать и плечом к плечу отстаивать интересы нашего государства, в котором мы живем. Alors Charles Danjou, est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer ce que nous venons d'entendre? On distingue quelques mots, hein, Ramzan Kadyrov, si je ne m'abuse. Oui, alors la personne qui parle est le frère d'un des personnages principaux du reportage. Lui n'est pas dans la police, il est président de la fédération tchétchène de MMA. Donc il est très impliqué dans la vie sociale tchétchène. Et ce qu'il dit en résumé, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de Tchétchènes qui se battent sur le front en Ukraine, mais que tous ces Tchétchènes ont eux-mêmes des frères, des cousins qui sont restés en Tchétchénie, qui sont à la vie civile. Et que si ces personnes restées à la vie civile à Grozny ou dans les campagnes tchétchènes en reçoivent l'ordre, eh bien, ils pourront aller se former rapidement, puisqu'ils sont tous en pleine forme, ils sont tous sportifs, et qu'après une formation rapide, ils sont tous prêts à aller soutenir leurs frères, leurs cousins qui se battent sur le front. Ils attendent juste l'ordre de Ramzan Kadyrov. Alors, c'était le président de la fédération de MMA, je m'écarte un peu, mais c'est un sport justement qui est très important en Tchétchénie, qui a qui est pratiqué par énormément de Tchétchènes, et c'est quelque chose que l'on connaît, hein, même dans l'univers français. Est-ce que cela illustre justement la combativité de ce peuple? Le fils de Ramzan Kadyrov lui-même est un combattant de MMA, si je ne m'abuse. Oui, chez les Tchétchènes, il y a des traditions ancestrales. D'abord, c'est un peuple de guerriers qui a fait la guerre aux Russes dès le 18e, dès le 19e siècle, qui a tenu tête aux Russes très très longtemps. Donc il y a des traditions guerrières, et aujourd'hui, il y a des traditions quand les Tchétchènes élèvent leurs fils, eh bien, le sport, notamment les sports de combat, tiennent une place essentielle, puisque il faut en fait que même si ces garçons occuperont plus tard des postes dans la vie civile, ils doivent être capables de se défendre, ils doivent être en forme physique, prêts à faire la guerre. Et ça, c'est quelque chose de prégnant dans les familles tchétchènes. Les garçons vont faire du sport, et c'est pas une activité sportive optionnelle ou légère. C'est vraiment, ils vont s'entraîner dans les clubs de boxe, dans les clubs de lutte, puisque le MMA, avant tout, pour les garçons qui sont jeunes, ça démarre par de la lutte. Donc c'est pas un sport vraiment de contact, de frappe, mais c'est de la lutte, c'est ce qu'on pourrait nous appeler ici un peu du judo. Voilà, et ça, c'est extrêmement répandu dans la jeunesse tchétchène masculine. Alors, vous expliquiez que ça prend sa source justement dans cette tradition guerrière, et notamment avec la nécessité de se défendre contre les Russes. Aujourd'hui, la situation a un peu changé. La Tchétchénie est plutôt l'allié de la Russie. Alors, quelle est la situation ? La situation, c'est que quand l'URSS s'est effondrée, il y a eu des velléités indépendantistes un peu partout sur le territoire de l'ex-Union soviétique. Au Tatarstan, par exemple, au cœur de la Russie, à 1h30 d'avion de Moscou, mais aussi dans le Caucase, surtout dans le Caucase, et en particulier en Tchétchénie. Et donc les Tchétchènes, à partir de 1994, comme la plupart des ex-républiques soviétiques, eh bien, proclament leur indépendance. Et cette indépendance, elle n'est pas acceptée par Moscou, tout simplement parce que la Tchétchénie, c'est la frontière sud de la Russie, et qu'il était impensable pour les Russes de lâcher ce territoire conquis de haute lutte au XIXe siècle, après des dizaines et des dizaines d'années de combats, de défaites et de victoires russes, finalement, dans les montagnes du Caucase. Et donc en 1995, les Russes perdent cette guerre. Il y a des accords qui sont conclus avec les indépendantistes tchétchènes, qui maintiennent la Tchétchénie dans le giron de la Russie. Mais en fait, les Tchétchènes sont indépendants de fait. Et au moment de l'accession de Vladimir Poutine au pouvoir, les Tchétchènes décident de couper réellement le cordon avec Moscou. Ce qui est totalement refusé par les Russes, évidemment.
Sauf que la différence entre 95 et 2000, c'est qu'en 95, on a un président qui est faible, c'est Boris Yeltsin, et en 2000, eh bien, c'est l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine ne va pas laisser passer et va engager un maximum de force et de moyens pour soumettre les Tchétchènes. Et cette deuxième guerre de Tchétchénie, eh bien, elle voit deux choses. La première, c'est que Poutine rallie à lui des clans tchétchènes, dont celui de Kadyrov, qui sont un peu fatigués de la guerre et qui comprennent de toute façon qu'ils ne la gagneront pas, puisqu'en 2000, les Russes disposent de davantage de moyens, davantage de force, et ont réorganisé leurs services spéciaux. Et donc Kadyrov, par exemple, comprend qu'il ne gagnera pas la guerre et qu'il vaut mieux faire un bon deal avec les Russes plutôt que de s'épuiser et de détruire entièrement la Tchétchénie. La Tchétchénie, c'est un petit territoire de 4 millions d'habitants, donc il était impossible pour les Tchétchènes de tenir tête aux Russes sur le long terme. Et puis il y a aussi ces Tchétchènes qui refusent de passer un accord avec les Russes, qui sont totalement anti-russes et qui, eux, finissent par partir et par se réfugier, notamment en Europe. Augustin Madelin. Est-ce que l'alliance entre les Tchétchènes et les Russes trouve son point de convergence dans le refus de l'idéologie occidentale? J'invite les auditeurs à vraiment regarder ce reportage. Vous interrogez un ministre et il est très clair sur l'idéologie occidentale. Est-ce que ils ont trouvé leur union dans ce refus de l'idéologie occidentale? Oui, ce que vous soulignez est tout à fait juste. C'est vrai qu'une des choses qui unit les Russes, les Slaves orthodoxes et les Tchétchènes, et pas que les Tchétchènes, mais notamment les Tchétchènes musulmans, c'est ce refus de laisser l'idéologie occidentale, enfin des élites occidentales, c'est-à-dire une idéologie sociétale qui prône bien le respect des droits LGBT, etc., des droits de l'homme. Eh bien, les Tchétchènes et les Russes refusent de se laisser imposer ces valeurs. Et le combat culturel contre ces valeurs constitue un ciment très fort entre Slaves orthodoxes et Tchétchènes musulmans. Et c'est vrai que c'est perçu comme une priorité. En fait, pour eux, ce combat idéologique, ce combat culturel, il est au moins aussi important que les combats en Ukraine. C'est vraiment... Ils ont compris que les élites occidentales rejettent les Russes et haïssent Vladimir Poutine pour une raison finalement assez simple, c'est l'interdiction de la Gay Pride à Moscou. Je résume en une phrase, mais pour eux, ils ont bien compris que la Russie, le rejet de la Russie, c'est pas la politique économique, c'est vraiment les valeurs que promeut Vladimir Poutine, que promeuvent les Russes, sont rejetées par les élites occidentales et que les élites occidentales mènent un combat contre la Russie et souhaitent la chute de Vladimir Poutine et le démantèlement de la Russie pour pouvoir étendre ces valeurs occidentales, entre guillemets, non seulement à la Russie, mais aussi au monde entier. Et donc, ils se vivent vraiment dans un combat de résistance culturelle qui est un combat pour eux à mort. Le ministre Doudaïev le dit d'ailleurs dans le reportage, c'est un combat à mort, un combat culturel à mort pour sauver leurs valeurs traditionnelles, non seulement tchétchènes, mais aussi russes, spirituelles d'ailleurs au sens large, pas uniquement musulmanes, mais spirituelles. Alors je vais compléter ce qui vient d'être dit avec cette citation de Abti Alodinov, le commandant de la division tchétchène Armat qui combat pour la Russie, et donc qui a salué justement l'invasion de l'Ukraine en la qualifiant de guerre sainte contre les valeurs sataniques de l'Europe et des États-Unis. Donc on voit bien cette dimension presque spirituelle. Est-ce que ça explique aussi les sympathies presque, je dirais, alors vous allez me contredire si nécessaire, mais entre la Tchétchénie, le Daghestan et plus largement certains Russes, enfin certains membres de la Fédération de Russie pour l'État islamique, puisqu'on sait que 10% des forces djihadistes, ça représente environ 4500 combattants, sont issus justement de cette population de la Fédération de Russie, et notamment de la Tchétchénie et du Daghestan. Oui, parce que cette région a toujours été un peu
vu par les Russes, c'est un peu comme du lait sur le feu. C'est-à-dire qu'il y a un terreau djihadiste et fondamentaliste qui existe depuis très longtemps, depuis le 19e siècle en fait, et que les Russes ont réussi à geler durant la période de l'Union soviétique, que les Russes ont réussi à contenir et à réduire à peau de chagrin en Tchétchénie notamment grâce à la coopération de Ramzan Kadyrov, de son père Ahmad et de leurs troupes. Et ces djihadistes, ces fondamentalistes, en fait, n'ayant pas d'espace pour promouvoir leurs idées dans le Caucase Nord, en Tchétchénie notamment, eh bien, sont partis sur des terres qui sont, sur lesquelles ils peuvent s'exprimer, ils peuvent effectivement faire le djihad, mener des combats armés et mener la vie dont ils rêvent, c'est-à-dire en partie d'ailleurs une vie d'aventurier, de chevalier de l'islam, de djihad, etc. Et donc beaucoup sont partis en Syrie. Il faut rappeler aussi que la Syrie, sur la carte, c'est à côté, c'est pas très loin de la Tchétchénie, et donc ils ont pu y passer très facilement. Et les forces de Kadyrov, d'ailleurs, comme en Ukraine, sont intervenues en Syrie pour soutenir l'armée de Bachar el-Assad. Et on fait la chasse aux côtés des Russes, aux côtés de la coalition internationale aussi, qui a participé à des bombardements, à tous ces Tchétchènes djihadistes partis en Syrie. Augustin Madelin. Et alors, certains de ces combattants de l'islam sont prévenus en France, vous en avez interviewé. Et ce qui est particulier, c'est que certains d'entre eux ne sont pas fichés par l'État français, mais sont fichés par Interpol ou le FSB. Est-ce qu'il y a des enjeux liés à ces réfugiés politiques en France ? Oui, dans les combattants tchétchènes partis en Syrie, il y a effectivement beaucoup de gens qui sont en fait des réfugiés politiques tchétchènes en Europe depuis 20 ans et qui, sans passer par la Russie, sont allés directement en Syrie pour combattre aux côtés les forces de l'État islamique. D'ailleurs, les guerriers tchétchènes étaient réputés être les meilleures troupes de l'État islamique en Syrie. Et donc, ces Tchétchènes, effectivement, certains d'entre eux sont recherchés par les services spéciaux russes et qui les ont placés... alors maintenant, c'est un peu compliqué parce qu'il y a les sanctions et la coopération internationale est, à mon avis, assez réduite. Mais avant la guerre, les Russes ont réussi à placer un certain nombre d'entre eux sur les fiches d'Interpol. Et le fichier Interpol, il faut que la demande d'un pays soit acceptée par le bureau central d'Interpol. Donc les Russes demandent que l'individu X soit fiché Interpol avec demande d'arrêt et d'extradition vers la Russie. Si la demande est acceptée par Interpol, il faut ensuite que les États valident cette demande d'arrestation et d'extradition. Et dans le cas qui intéresse le reportage, ça a été validé par les Russes, donc la personne est recherchée par Interpol, mais en France, effectivement, n'est pas considérée par les services français comme devant faire l'objet d'une surveillance particulière. Je dis ça, c'est pas forcément le cas de tous les Tchétchènes. Les services de renseignement français, notamment du ministère de l'Intérieur, s'intéressent beaucoup à la communauté tchétchène, et donc il y a un travail qui est fait. Parfois ça concorde avec ce que veulent les Russes, parfois ça ne concorde pas, il y a un décalage. Oui. Alors, vous avez rencontré un ministre tchétchène qui est très proche de Kadyrov et vous l'avez interrogé au sujet de Charlie Hebdo et de Samuel Paty, donc comme on en est à parler de ces Tchétchènes qui arrivent en France, et qu'en l'occurrence c'est un islamiste ingouche en 2020 qui a donc tué Samuel Paty, puis un Tchétchène qui ensuite avait tué Dominique Bernard. Est-ce que vous avez pu l'interroger sur ces actes justement, et quelle est la mentalité qui transparaissait à travers ses réponses ? La mentalité, c'est que les Tchétchènes sont assez durs. Donc pour eux, je dirais, la mort est vue différemment. Ce qui ressort surtout de son interview, c'est que il pointe la responsabilité de l'État français, qui en fait, en désacralisant et en menant un combat laïque qu'il considère comme extrémiste contre toutes les religions, mais notamment contre l'islam, provoque en fait
les individus les plus fragiles psychologiquement et qui interprètent ces provocations contre la religion, contre la spiritualité, comme une espèce de guerre au premier degré et se sentent la vocation, la volonté de répondre et de passer, y compris à l'assassinat de professeurs. En fait, ils ont la sensation que ce sont nous, Français, qui sommes en tort en provoquant des islamistes, alors même qu'a priori, ce sont ces islamistes qui choisissent de venir en France et qui même, pour certains, le font à dessein, justement pour imposer leur vision du monde et leur religion. Oui, mais à la différence que ces personnes qui sont en France, il y a une grosse partie de la communauté tchétchène qui est réfugiée politique parce qu'elle s'oppose à Ramzan Kadyrov. Et elle s'oppose à Ramzan Kadyrov parce qu'elle refuse le nationalisme conservateur mis en place, parce que c'est le modèle politique mis en place par Ramzan Kadyrov en Tchétchénie. Et eux, au contraire, sont beaucoup plus religieux, beaucoup plus fondamentalistes. La plupart, d'ailleurs, d'entre eux sont proches des mouvements salafistes ou wahhabites et ne reconnaissent pas la Tchétchénie dans ses frontières actuelles. Eux sont vraiment partisans d'un grand califat du Caucase qui englobe la Tchétchénie, l'Ingouchie, le Daghestan et qui remonte ensuite quasiment aux portes de Moscou. Et eux ont une vision beaucoup plus radicale et beaucoup plus violente parce qu'ils sont déracinés, parce qu'ils sont effectivement, comme vous l'avez dit, en France, dans un pays laïque, et qu'ils supportent mal les attaques faites à leur religion. On revient vers vous dans un instant, Charles d'Anjou. Il est 9h et tout de suite, on fait un tour par l'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Pour reprendre cet entretien, je laisse la parole donc à Augustin Madelin. Alors, Monsieur Danjou, vous faites un focus sur un oligarque tchétchène, Magomed Gadzhiev, qui a servi d'abord pour le gouvernement russe, et puis après, il a essayé d'avoir un passeport européen en négociant des informations sur la Russie. Pourquoi avoir porté votre loupe sur ce personnage ? Qu'est-ce que cela nous révèle de cet oligarque, de cette situation ? Parce qu'en fait, dans le contexte de la guerre en Ukraine, vous avez 3 cas de figure. Vous avez les Tchétchènes qui soutiennent Vladimir Poutine et qui vont combattre en Ukraine. Vous avez les Tchétchènes qui sont réfugiés politiques en Europe et qui soutiennent dans leur immense majorité Zelensky et qui, pour certains, vont combattre aux côtés de l'armée ukrainienne contre les Tchétchènes fidèles à Poutine. Donc ils se retrouvent des deux côtés de la ligne de front, quasiment en face. Et puis vous avez un 3e cas de figure, qui est celui de M. Gadzhiev, qui est un ancien député de la Douma d'État pendant 15 ans, élu du parti de Poutine, qui a soutenu et qui a même été l'initiateur de la loi rattachant la Crimée à la Fédération de Russie, et qui, au moment où la guerre se déclenche, c'est aussi un homme d'affaires, et bien décide de partir dans le Golfe, d'abord à Dubaï, et après une période d'observation, décide de partir aux États-Unis, où vivent sa femme et ses 3 enfants, et espère pendant un temps en fait jouer un peu la chèvre, ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire conserver de bonnes relations avec Moscou. Donc on voit un certain nombre de convois humanitaires qui partent du Caucase en direction du Donbass pro-russe, et qui de l'autre côté parlent aux Européens, parlent aux Américains, et qui, dans cette période d'observation, essayent d'obtenir un passeport européen qui lui permettrait de passer la guerre en toute sécurité, et idéalement de pouvoir se rendre à Moscou, continuer à vivre aux États-Unis, se rendre partout dans le monde, et en fait, je dirais, ne pas subir le couperet des sanctions qui touchent beaucoup d'oligarques russes. Sauf que le problème, c'est que ce jeu des deux côtés ne tient pas, puisque les Russes se rendent compte qu'il est en train de nouer des relations à l'Ouest, et que les Ukrainiens se rendent compte qu'il est en train aussi d'essayer de maintenir de bonnes relations côté russe, et
fait preuve d'une certaine activité pour soutenir les combattants tchétchènes sur le front. Et donc, il se retrouve en porte-à-faux et recherché à la fois par les Russes, qui immédiatement, en fait, décident de le rechercher pour plusieurs motifs. Il y a des motifs de blanchiment d'argent, d'escroquerie, de meurtre aussi, de financement du terrorisme. Et de l'autre côté, eh bien, il se retrouve sur la liste noire ukrainienne et il fait partie de la liste des VIP, si je puis m'exprimer ainsi, qui sont recherchés par les Ukrainiens et que les Ukrainiens, à l'initiative d'un député qui s'appelle Goncharenko, eh bien, souhaitent voir mis sous sanctions européennes et américaines. Alors, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Comment la situation pourrait évoluer pour Magomed Gadzhiev et puis alors je ne sais pas si on le sait, si on peut le dire, mais est-ce qu'on sait où est-ce qu'il est réfugié pour le moment? Est-ce qu'il est en sécurité ou non? Alors, de ce qu'on sait, c'est que c'est quelqu'un qui voyage librement entre les États-Unis, l'Europe et le Golfe. La Russie est complètement exclue pour lui puisque il serait immédiatement arrêté et jeté en prison. En revanche, le risque pour lui, c'est que les Ukrainiens ont une certaine capacité de lobbying et de pouvoir obtenir ce qu'ils réclament auprès de l'Union européenne ou auprès des Américains. Et donc, ce qu'on observe, c'est que les Ukrainiens font vraiment de son arrestation à minima de sa mise sous sanction une priorité. Donc la Russie est exclue et de l'autre côté, maintenant, il doit un peu se battre contre le lobbying ukrainien. Et donc, ça ne doit pas être une situation facile parce qu'il doit certainement devoir apporter des gages. Parce que résister à la demande de Zelensky et aux demandes ukrainiennes de mise sous sanction, c'est pas facile. Aujourd'hui, donc, on a l'impression, vous nous avez décrit un peuple très guerrier, très spirituel. Le cas de Magomed Gadzhiev vient un petit peu à l'encontre de tout ça. On est face à un homme d'affaires qui calcule plutôt son intérêt avant le reste. Est-ce que c'est une exception ou bien est-ce qu'il y a l'existence de cette caste-là aussi au sein de la Tchétchénie et qui finalement s'inscrit un peu en opposition, oui, avec la mentalité plus générale du pays? Lui, c'est un peu une exception parce que d'abord, il faut rappeler quand même que les Tchétchènes et les Caucasiens sont des gens assez simples. Ils vivent une vie, c'est des gens assez traditionnels qui n'aiment pas, qui sont attachés à leur terre. Donc lui a un destin un peu particulier puisque c'est quelqu'un qui démarre comme simple inspecteur des impôts et qui va terminer député à la Douma à Moscou, député très en vue. C'est un peu l'étoile du Caucase de la politique russe. Homme d'affaires et qui lui est plutôt un nomade en fait puisque il est habitué des grands hôtels d'Abu Dhabi, de Dubaï. Sa famille est à Miami, il voyage beaucoup en Europe. Il a une amie Instagrammeuse, Nina 108K, avec qui il fait les 400 coups. On voit qu'il mène une vie de grands bourgeois en fait. Donc, mais c'est vraiment l'exception. Les Tchétchènes ou les Daguestanais, les Caucasiens, sont des gens vraiment simples, attachés à des choses, attachés à leur territoire et à leur tradition, et pas du tout au bling bling que peuvent rechercher certains oligarques issus de leur rang. Y compris la caste politique qui ressemble plus aux Tchétchènes, comme vous le disiez, simple et traditionnelle, qu'à cette caste. Oui, il y a beaucoup de l'élite tchétchène ou dagestanaise ou caucasienne qui n'a pas souhaité partir de Russie au moment où la guerre se déclenche et qui a renoncé à la Côte d'Azur, un certain nombre de destinations européennes ou américaines pour se recentrer finalement sur la Russie. Beaucoup que j'ai croisés m'ont dit que la guerre leur avait permis de redécouvrir leur propre pays. Et quand ils souhaitent voyager, eh bien, en général, ils se rendent dans les pays du Golfe où ils reçoivent, il faut le dire, malgré les sanctions, malgré la guerre, un accueil excellent puisque les Arabes, les Émiratis, les Saoudiens et les autres font toujours un excellent accueil aux Russes, ont développé d'ailleurs leurs activités commerciales financières avec la Russie. Et c'est un endroit où de villégiature privilégiée pour ceux qui peuvent et souhaitent voyager.
Augustin Madelin. Vous avez fait la distinction entre les Tchétchènes en France qui vivaient une spiritualité très fondamentaliste et ceux vivant encore en Tchétchénie avec un nationalisme conservateur. Est-ce qu'il y a la place en Tchétchénie à Grozny, pardon, pour une forme de liberté religieuse pour d'autres religions? Alors, en Tchétchénie, il y a 80 nationalités, donc ces groupes ethnico-religieux différents. Évidemment, une immense majorité de Tchétchènes musulmans. Mais à Grozny, vous avez une église orthodoxe et une synagogue, comme d'ailleurs au Daghestan. Le Daghestan, d'ailleurs, c'est quasiment la Tchétchénie, a une communauté, la plus importante communauté juive du Caucase, qui est située à Derbent, sur les bords de la mer Caspienne. Et en fait, les Tchétchènes musulmans sont ultra majoritaires, mais effectivement, il y a la place pour l'orthodoxie, il y a la place pour la communauté juive. Il faut bien comprendre que les Tchétchènes de Tchétchénie sont en fait des nationalistes conservateurs, donc qui vivent un islam, je dirais, traditionnel. Mais en bon accord, et je dirais main dans la main avec les Slaves orthodoxes de Moscou. C'est le deal entre le père Kadyrov et Vladimir Poutine au début des années 2000. Et c'est ce qui est rejeté par une partie de la communauté tchétchène qui vit en Europe. C'est d'ailleurs la raison de leur départ. C'est que ces Tchétchènes ont refusé les accords avec les Russes, honnissent les Russes et veulent effectivement ce grand califat. Ils considèrent que la Tchétchénie, dans ses frontières actuelles, est étriquée et que les frontières naturelles de la Tchétchénie, c'est aussi le Daghestan, aussi l'Ingouchie, enfin c'est une grande région. Et tant que, comment dirais-je, ce projet n'est pas applicable, eh bien refuse de rentrer en Tchétchénie. La raison pour laquelle aussi ils se sont engagés aux côtés de l'État islamique, c'est qu'ils souhaitaient la contamination du djihad jusque dans le Caucase russe. C'est la raison pour laquelle ils sont partis faire le djihad en Syrie. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a une cohabitation qui est possible. Par exemple, il y a une synagogue, une église orthodoxe, et une cohabitation qui est possible dans la mesure où il y a un profond respect de la tradition, où c'est la tradition, le nationalisme conservateur qui prime sur la religion. Oui, à Grozny, vous n'avez pas d'alcool, les gens ne fument pas dans la rue. Par contre, ça ressemble un peu, pour ceux qui connaissent, à Dubaï, c'est-à-dire que c'est ultra moderne, c'est très propre, les femmes sont féminines, c'est-à-dire qu'en général elles sont voilées, mais pas toutes, mais il y a une féminité très présente, la femme tchétchène est féminine, ça fait vraiment partie des valeurs locales, et il n'y a absolument aucune contrainte. Enfin, localement, je vous dis, vous enlevez l'alcool et le fait que vous n'êtes pas au bord de la mer, mais vous êtes dans un émirat du Golfe. Il n'y a pas vraiment de différence. C'est assez différent, en revanche, avec la vision qu'on a des Tchétchènes, justement, qui arrivent en France. Et on a cité les deux attentats qui ont eu lieu, malheureusement. Comment les Tchétchènes de Tchétchénie perçoivent justement cette diaspora tchétchène en France qui peut se livrer à ce genre d'actes? Disons que les Tchétchènes de Tchétchénie, c'est dit par le ministre qu'on a interviewé, c'est-à-dire qu'ils considèrent que la France est un pays décadent et que, par exemple, Emmanuel Macron, puisque c'est le président actuel, eh bien, est un président qui agit contre la spiritualité, contre la religion et en partie contre l'islam. Donc, je dirais ça, pour eux, c'est un facteur politique aggravant. De l'autre côté, quand ils parlent de ces Tchétchènes, de cette diaspora tchétchène en France en particulier, ils parlent de tchétchénophones et pas de Tchétchènes. C'est-à-dire qu'ils considèrent que ces gens ont abandonné leur pays et se battent aujourd'hui contre eux. Et
Et ils ont bien conscience que comment dirais-je, vous savez, la Tchétchénie, c'est un peu comme la Corse, c'est-à-dire que vous avez cette espèce de vendetta ou de loi du talion. Les gens qui sont partis en Europe ont refusé les accords et se sont battus contre les Tchétchènes qui ont fait alliance avec Poutine. Il y a eu des morts des deux côtés. Et en fait, c'est une lutte à mort. Alors pour l'instant, les uns sont en Europe et les autres sont dans le Caucase. Et l'Ukraine, eh bien, pour une partie de ces Tchétchènes en Europe, eh bien, c'est un endroit où ils peuvent mener la guerre qu'ils rêvent de mener dans le Caucase contre leurs ennemis tchétchènes, leurs anciens frères tchétchènes, sur le sol ukrainien. Donc c'est vraiment ce qu'on peut appeler une lutte à mort. Merci beaucoup pour ces explications, Charles d'Anjou. Peut-être pour conclure, simplement redire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent retrouver donc, ce reportage que vous avez mené pour Omerta Média. Le reportage peut se trouver sur l'application mobile Omerta qui est téléchargeable via Apple Store ou Google Play ou via le site internet www.omertamedia.fr. Le reportage est en ligne à partir de vendredi. Voilà. Et puis d'ici là, vous pouvez aussi vous procurer les 2 derniers numéros d'Omerta qui sont passionnants sur les dangers de l'enfance. Et le précédent, c'était... Leur série sur la guerre en Ukraine, 2 ans de guerre en Ukraine. Voilà. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Charles d'Anjou, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Et puis, merci aussi de partir bien au-delà des frontières françaises pour nous rapporter justement toutes ces analyses et puis nous expliquer comment ça se passe réellement sur le terrain. Merci de l'invitation. Et à très bientôt.